gotta be kidding me. Sieg Heil! Adolphe Ier. Mutter Fickers! Hitler, c'est la personnification du mal. Génie du mal qui a été terrassé. Mutter Vaterland! Die Bewegung, die beides einmal retten muss! Donc, on peut dire souvent imité, jamais égalé. Comment se fait-il qu'on a besoin de parler d'Hitler? On pourrait parler d'autre chose, mais pourquoi Hitler revient en permanence? Comme si on était condamné à vie à supporter ce poids d'Hitler. Tout le monde est encore sidéré, et donc on n'aura jamais fini de tenter de comprendre comment ça a été possible. Wir mussten als Partei La moustache, la mèche, l'allure, la voix, les gestes, les hurlements. Mais Hitler, il est immortel. Hitler, il ne mourra jamais. Il a déclenché une guerre mondiale, provoqué la mort de presque 20 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, exterminés au nom de la solution finale. En 12 ans seulement passés à la tête de l'Allemagne nazie, in euren Fäusten halten müssen! Hitler a bouleversé le cours de l'histoire de l'humanité. Unser Führer, Adolf Hitler, dich! 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 Symbole de la figure diabolique, le dictateur allemand n'a pas d'égal dans l'imaginaire de l'horreur. Und nun ein Wahnsinniger! Il fut et reste encore aujourd'hui l'incarnation de toutes les abominations. Sieg Heil! Hitler est aujourd'hui une sorte de boussole. C'est un référentiel. Mit diesen Schatten etwas zu tun! Un référentiel sur l'échelle du crime. Hitler, c'est le dieu du mal. C'était un tueur méthodique. Chaque cadavre devait servir au maximum. Les hommes ont inventé Satan et Hitler a été très sensible à ce mythe et il l'incarne. C'est le malin. Dans la longue liste des crimes de masse de l'histoire contemporaine, l'extermination de 6 millions de juifs par Hitler n'a aucun équivalent. Ihr schließt euch den Verlorenen an! Pourtant, à la seule lecture cynique des chiffres, il n'est pas comptablement le pire des criminels. Près de 70 millions de morts pour Mao en Chine, purges, camps de travail, famine, une véritable épouvante au nom de la révolution culturelle. 23 millions de morts pour Staline, arrestations de masse, procès expéditifs, exécutions sommaires. En URSS, le petit père des peuples fait régner la grande terreur au nom du communisme. Und dieses Wissen Alors pourquoi, dans l'inconscient collectif, Hitler est-il à jamais le numéro 1 de l'extermination de masse? und nicht mehr abzuwehren! C'est-à-dire que les nazis n'ont jamais caché ce qu'ils allaient faire. Les communistes ont toujours caché ce qu'ils faisaient. On a souvent comparé les horreurs du régime nazi avec celles du régime stalinien. Mais il y a une grande différence, c'est le racisme poussé à l'extrême, jusqu'à l'extermination. Finalement, ce qui fait l'exceptionnalité du nazisme, c'est pas, je suis navré de le dire aussi brusquement, mais le nombre de morts. C'est la façon dont ils sont morts. C'est l'industrialisation du génocide. Staline n'avait pas envie, a priori, de dominer le monde et de tuer le monde. Hitler voulait dominer le monde, être le maître du monde, tuer tous les juifs, tuer tous les homos, tuer tous ceux qui le gênaient. Autre tentative d'explication, l'aide soviétique apportée aux Alliés qui permettra de renverser Hitler en 1945. Pour l'histoire, Staline a contribué à sauver l'Europe des griffes du Führer. pour la France et pour l'Occident, Hitler, c'était l'ennemi numéro un. Staline était notre allié. Donc déjà, ça fait une différence très importante. D'abord, Hitler envahit l'Europe.
massacre. Staline, il est là, derrière. On ne sait pas encore tout ce qui se passe, hein, évidemment. Et puis Staline, tout d'un coup, grâce à Stalingrad et tout ça, vainc Hitler. Donc c'est un monstre qui en vainc un autre. Et du coup, il jouit d'une espèce d'impunité pendant longtemps. Donc il y a quand même dans la manière dont on regarde Staline, cette idée qu'il a sauvé au fond l'Europe du nazisme. L'industrialisation de la mort dans les camps, l'aberration de l'idéologie nazie pèse plus lourd devant l'histoire que les crimes de Mao et Staline. Une perception que le temps a aidé à forger. Le temps passant, les décennies passant, on se rend compte de l'énormité de la chose. Mais au fond, on est toujours dans cette après-guerre. Je pense que c'est lié à ce qui reste fondamentalement un immense mystère. Jamais on n'a vu une telle démesure, une telle irrationalité dans l'histoire d'un pays. Et d'ailleurs dans l'histoire du monde. Donc c'est quelque chose qui, par définition, tout naturellement fascine. C'est un homme qui a captivé les foules et qui a renversé le monde pour toujours. Je préfère qu'on parle d'Hitler plutôt qu'on fasse comme s'il n'avait pas existé. Donc plus on parle d'Hitler, mieux c'est. Les crimes d'Hitler sont à jamais inscrits dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, la figure du dictateur envahit nos sociétés et nos cultures. C'est un personnage qui sert au cinéma, à la littérature, la BD, et c'est un personnage qui a une certaine forme de popularité. Tu vas pas appeler ton fils Hitler, c'est peut-être une star, mais enfin pas comme Marilyn Monroe, plutôt comme Frankenstein. Détourné, caricaturé, humanisé même, un nouvel Hitler émerge. Hitler, mieux vaut s'en moquer que de le prendre au sérieux. Les gens qui rigolent avec ça, c'est des voilà. Un Führer banalisé à l'heure où l'ultranationalisme et le racisme reprennent des couleurs. L'ombre d'Hitler plane sur l'Europe et même au-delà, comme si on ne s'était jamais véritablement débarrassé de ce Troisième Reich. Hitler incarne le mal. Les nazis et leur marketing politique ont créé un label de l'horreur, encore sans égal aujourd'hui. C'est un produit marketing. C'est la seule marque du mal qui existe sur Terre. Une marque pareille, c'est pire que de la nitroglycérine. Célèbre pour les atrocités qu'il a commises, l'homme a toujours œuvré à construire un culte autour de sa personne et de ses idées. Hitler obsède, encore. Hitler fascine, toujours. Très vite conscient de la puissance des images et de la force des mots, il est ainsi devenu la référence criminelle ultime, un label maléfique par excellence. La marque déposée du mal absolu. Adolphe en a rêvé. Hitler l'a fait. La force d'une marque, c'est quoi? C'est surprendre. Malheureusement, il l'a fait. C'est être différent. Malheureusement, il l'était. Et c'est de durer dans le temps. Ce qui montre qu'Hitler est une marque. Adolphe a créé Hitler, une marque déposée. Marque devenue plus forte que son créateur. Idéologie, visage, voix, imagerie, Hitler est toujours parmi nous, comme une tache indélébile. Vous savez, on ne peut pas avoir été un personnage aussi important dans l'histoire du XXe siècle, pour son malheur, et être totalement occulté en histoire. C'est impossible. Mais avant de faire exister cette marque, il a fallu la créer. Lorsqu'Hitler entre en politique au début des années 20,
Le jeune Adolphe doit convaincre, marquer les esprits et redonner de l'espoir à tout un peuple. Pour cela, il va d'abord chercher à séduire. Et comme tout bon aspirant dictateur, il teste son image, les prémices du culte de sa personnalité. Et tout a commencé dans un petit studio photo. D'abord, il s'exerçait avec son ami Heinrich Hoffmann, qui a été ensuite le photographe officiel du régime, à des positions, comme ça, il prend des poses de harangue. Le masque aussi, la colère, l'émotion. Très vite, il se rend compte de son pouvoir de fascination. Il est là dans les brasseries de Munich au début, puis ensuite sur des forums politiques. Il parle, il est écouté attentivement, acclamé, et il se rend compte que son visage est fondamental, puisqu'il est reproduit partout sur les affiches, etc. Donc il ne peut plus en changer. C'est pour ça qu'il prononce cette phrase. Les pharaons avaient leur masque d'or, et que lui, c'est un peu comme s'il avait un masque d'or. Et il se rend très bien compte, évidemment, que tous ces traits de son visage sont peut-être pas les déclencheurs ou les éléments séducteurs, mais font partie de ce mécanisme de fascination qu'il a sur les foules. Avant même le début de la guerre, Hitler est déjà l'objet de caricatures. Son physique, sa gestuelle et sa folie vont inspirer les artistes qui s'en donnent à cœur joie. Le premier à s'y risquer, c'est Charlie Chaplin, avec son film Le Dictateur, sorti en 1941. Il avait une théorie que partagent beaucoup de gens qui travaillent sur de la comédie, qui était que pour faire rire, il faut des imposteurs. Et que plus grand est l'imposteur, plus fort va être le rire. Et il pensait qu'Hitler était le plus génial des imposteurs. La star du cinéma américain, admirée dans le monde entier, voit en Hitler une source d'inspiration hilarante. Alors que ce dernier peaufine ses projets criminels à la fin des années 30, Chaplin, lui, commence son tournage aux États-Unis. Cette satire d'Hitler entrera dans la légende du cinéma mondial. Ça a été tellement bien fait que Hitler lui-même a difficilement supporté le film Le Dictateur et a tenté de le faire interdire. C'est la plus forte incarnation d'Hitler à l'écran. La plus pertinente, très certainement, la plus visionnaire, la plus réelle. Hitler, il était complètement fanatique de cinéma, il adorait ça. Il se faisait projeter des films dans sa maison. Fan du 7e art, Hitler connaît les aventures de Charlot, incarné par Chaplin. Un clochard au grand cœur, avec un attribut pileux au milieu du visage, qui rappelle étonnamment celui d'Adolf Hitler. Chaplin se pensait détenteur de ce petit bout de poil en dessous le pif, en dessous le nez. Et lorsque Hitler a commencé à prendre de la puissance, effectivement, certains ont fait le rapprochement entre la moustache de Chaplin, de Charlot, et la moustache d'Hitler. La fameuse moustache d'Hitler n'a pas toujours été celle que l'on connaît aujourd'hui. Avant de trouver son style, le jeune soldat passe beaucoup de temps devant le miroir de sa salle de bain. Il a la grande moustache qui retombe comme ça de chaque côté de la bouche. On peut donner une date précise au moment où il se la coupe, c'est 1922. Le personnage de Charlot est né en 1918, 4 ans avant qu'Hitler n'exhibe sa petite moustache. D'abord, elle est un peu ronde, et ensuite, elle est complètement verticale. C'est-à-dire, on a une moustache qui est absolument rectangulaire, qui a une touche de noir comme ça dans son visage, et c'est la moustache qu'il va garder jusqu'au bout. La question est légitime. Charlot, incarné par Chaplin, se serait-il fait voler sa moustache par Hitler? Chaplin a été assez fou furieux. Et la fureur de Chaplin, c'est contre Hitler qui lui avait volé, en quelque sorte, volé sa moustache. Le film Le Dictateur sonnerait donc comme une vengeance de Chaplin. Presque un siècle plus tard, cette théorie court toujours. Hitler a compris le pouvoir de séduction de cette moustache. Cette touffe de poils rectangulaire ne le quittera plus et devient le logo de la marque Adolf Hitler. Un logo dont on ne soupçonne pas
l'influence. Le système pileux joue une très grande importance politique. C'est vraiment un des traits qui pose son homme et son autorité. Les dictateurs adorent la moustache. Prépubère chez Bachar al-Assad, couplée au bouc chez Kadhafi, grisonnante chez Pinochet, totalement assumée chez Saddam Hussein. La moustache, élément constitutif du parfait dictateur. In ihrer Lehre unveränderlich. Le regretté comédien Jean Rochefort a dit un jour « Sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis, une vraie saloperie, un faux derche sans lèvres. » Et Hitler alors? Que serait-il sans sa moustache? Peut-on vraiment d'ailleurs parler de moustache? Que demander à son barbier si on veut s'essayer au style Hitler? Les Anglais ont une expression pour ça et nous n'en avons pas. Les Anglais disent toothbrush moustache, donc moustache en brosse à dents. Une moustache qui n'existe d'ailleurs que chez Adolf Hitler, j'en ai rarement vu ailleurs. La moustache d'Hitler n'est pas peut-être la plus célèbre du monde, mais c'est celle qui a rendu célèbre le thème de la moustache, justement. C'est un drôle d'attribut, la moustache, hein, parce que c'est censé viriliser l'homme, et la moustache d'Hitler, non seulement elle le ridiculise, mais elle le plonge dans une abîme dont on sort difficilement, quoi. Personne n'ose porter la moustache d'Hitler. Hitler, dépositaire de la moustache à la Hitler. Lui a inventé la moustache à la Hitler, et c'est resté, évidemment. Hitler est tellement iconique, il suffit de mettre une moustache et une mèche, et tout le monde est Hitler. En fait, le pouvoir de la moustache d'Hitler est tellement fort que lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on se l'imagine de temps en temps avec la moustache d'Hitler. Alors, si je mets la moustache d'Hitler à Angela Merkel, à Poutine ou à quiconque, c'est très simple à faire. Et en quelques instants, ça évoque très clairement la méchanceté, le côté nuisible de cette personne. Hitler, c'est une moustache, mais c'est aussi une coupe de cheveux. Avant ses désirs de conquête et d'extermination, le jeune caporal se rêve en artiste peintre. Recalé de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1908 pour absence de talent, Hitler conserve son look d'artiste raté. La mèche courte et le cheveu gras. Le style Hitler, c'est moustache et mèche. Il y a cette espèce de masque qui s'est figé, donc avec la mèche qui retombe, qui est comme une espèce de clapet, comme ça, sur le haut du front. Avec le temps, son image est devenue, j'aime bien l'expression, graphique. La moustache et la petite mèche, on dessine juste ces deux petites choses-là, et on a indéniablement, c'est Hitler instantanément. Sa moustache, sa raie, 3 traits, clac, clac, vous avez Hitler. Tac, tac, voilà. Vous dessinez vous-même dans votre tête moustache, mèche. On peut l'épurer au maximum, et tout de suite, il devient iconique. Il y a quelque chose comme ça là, dans son personnage. La force de représentation, la force graphique, picturale d'Hitler est une des plus phénoménales au monde. En tout cas, plaquée, calquée sur un être humain, elle est unique. Hitler, criminel de guerre au style unique. Un petit bout de cheveux plaqué sur le front et une brosse à dents en guise de moustache suffisent, 70 ans après sa mort, à nous hanter partout, même sur l'étagère de la cuisine. Aux États-Unis, cette bouilloire de la marque JCPenney a dû être retirée de la vente parce que sa forme rappelait trop Hitler. Prenez une maison avec un toit penché d'un côté et une porte bien au milieu, ça suffit à évoquer l'image d'Hitler. À Swansea, au Pays de Galles, Hitler a pris ses quartiers. Et ce sont ses voisins qui vous le disent.
Ça ressemble à Hitler. Si vous regardez et que vous y pensez, c'est Hitler. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Tout ce qui évoque l'image du dictateur est devenu un repoussoir. À tel point qu'Hitler a même réussi à tuer. Adolphe. Adolphe, le prénom maudit. D'ailleurs, les auteurs de la célèbre pièce de théâtre, Le Prénom, ont longtemps hésité. Peut-on appeler un enfant Adolphe? Et un jour, Alex me dit, et si on l'appelait Adolphe? Et là, je lui dis, on ne peut pas faire ça. Et tous les arguments que je lui donnais pour lui dire qu'on ne pouvait pas le faire sont devenus les arguments de la pièce. Très drôle, bon. Sans déconner, c'est quoi? Adolphe? Qui s'appellerait Adolphe maintenant? Adolphe, c'est Hitler. Il y a des gens qui s'appellent Adolphe. Il y a des Allemands certainement qui sont prénommés Adolphe. Mais ils courent un risque. Il y a eu lui avant et puis après, plus aucun. Si tu décides de le choisir, c'est forcément un hommage. Ce n'est pas neutre du tout. En tout cas, il n'y a aucune ambiguïté possible. L'histoire a tué Adolphe. Il faut être complètement dingue pour appeler son fils Adolphe. Maintenant, il y a des dingues. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu vas pas appeler ton fils Adolphe, t'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Mais Vincent, tu vas pas faire ça. C'est le seul nom qui vraiment a été marqué d'opprobre. Après la Deuxième Guerre mondiale, le prénom est devenu banni. Hitler a donc tué Adolphe. Les statistiques de l'INSEE en témoignent. Populaire au début du XXe siècle, le prénom du dictateur a progressivement disparu des livrets de famille. Depuis 2015, il n'y a pas si longtemps, en France, aucun enfant n'a été prénommé Adolphe. Comme c'est un prénom qui n'a pas été donné quasiment depuis 50 ans, le simple fait de le prononcer, ça n'appartient qu'à lui. Est-ce qu'au fond, on doit laisser à Adolphe, à Hitler, ce prénom? Ou est-ce qu'il ne faut pas lui reprendre pour en faire autre chose? Et donc le débarrasser de ça et lui le déshabiller. Et donc ça a été la mécanique qui nous a fait écrire la pièce. Tu nous fais marcher. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils... comme Hitler. Mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit PHE. Si Hitler s'incruste sans y être invité, c'est que son fantôme est encore présent partout dans l'inconscient collectif. Et quand ce n'est pas l'image qui nous le ramène, c'est le son. Un autre aspect de la moustache, si j'ose dire, c'est la voix qui est très étrange. Kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Difficile à reproduire, cet organe de diffusion, cette voix, est indissociable de sa panoplie de fureur. Un autre atout de la marque Hitler. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war. La voix d'Hitler, elle est rauque, elle est rageuse, elle est puissante. C'est quelqu'un qui n'hésite absolument pas à faire des scènes, des crises d'hystérie. Wir mussten als Partei Quand on entend la voix d'Adolf Hitler, qui est une voix unique, on n'a pas besoin de le voir, on a juste besoin de l'écouter. Et je dis, qu'on parle allemand ou pas, on s'en fout, c'est pas le problème. Le sens et l'émotion dépassent ce qu'il dit. On a l'impression qu'il tape sur ses phrases, on a l'impression qu'il cogne ses cordes vocales, on a l'impression que ce sont des mots, à la limite, qui n'existent pas, qui n'ont jamais été prononcés par quelqu'un d'autre. Cette agressivité, cette haine, cette colère monstrueuse, une colère plus qu'animale. Je ne sais pas si un animal est capable de se mettre en colère comme Hitler se mettait en colère, avec ses roulements de air. Cette voix gutturale, ces percées atomiques. Die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Il aime beaucoup finir ses phrases par une espèce de crachat, d'envolée. Glaube,
sondern der Schwur, ich kämpfe. Il se met à hurler, à crier, à vociférer, avec toujours des sujets de haine. En l'occurrence, c'est surtout les Juifs à partir d'une certaine époque, mais même dès le début. Et donc, si vous voulez, et cette voix, elle n'est pas très virile, elle a des accents assez féminins. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seele. On ne peut pas séparer les traits du visage de la voix elle-même, qui disait des monstruosités ou des absurdités avec un tel aplomb, une telle violence que ça a fini par séduire les gens. Séduire les foules. Captiver un peuple. C'est le leitmotiv d'Hitler. Tout est mis en œuvre pour y parvenir. Il y a une forme de subjugation. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une esthétique. Impossible de s'en débarrasser. Le label Hitler n'a jamais disparu. L'ombre maléfique plane toujours. Obsédante, lancinante. Dans notre monde où le marketing est devenu roi, je dirais que c'est absolument parfait. C'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de marque. Le nazisme n'a pas inventé qu'une idéologie. Il a inventé aussi, si j'ose dire, un design. Une logorée, un langage, des gestuels, toute une série de choses qui sont restées en activité jusqu'à aujourd'hui. Donc ce type est quand même extraordinaire. À quel point? Quel marketeur? Le marketeur du mal absolu. Le marketeur de l'horreur. Il a réussi à marketer l'horreur en lui donnant une image positive et d'espoir. Des idées simples, un discours violent, Hitler veut convaincre. Pour appuyer ses apparitions et marquer les consciences, l'ancien élève des Beaux-Arts dessine lui-même une collection de signes aussi primaires et efficaces que son langage. C'est vrai qu'il a beaucoup dessiné les insignes nazis, le drapeau rouge avec la croix gammée sur fond blanc, etc. C'est lui qui choisissait les couleurs et les formes. Ce rouge, ce noir, ce blanc, cette absolue rigidité en termes de code graphique, avec cet aigle inspiré des Romains, avec la svatisca inspirée d'un signe de paix indien. Il exprimait là sa vocation initiale de peintre et de dessinateur. Et en même temps, tout ça avait un sens profond par rapport à toute son idéologie, à la race aryenne, à la lutte du bien et du mal, la nécessité de faire marcher au pas la race aryenne vers des lendemains ensoleillés. C'était pas que des techniques de propagande, c'était intégré dans un projet extrêmement cohérent. C'est un homme qui en fait a su parfaitement se mettre en scène et mettre en scène le régime qu'il mettait en place. Hitler, tête de gondole d'une entreprise à succès. La vedette s'est mise en avant pour attirer les fans, mais derrière le leader se cache aussi un conseiller en communication. Goebbels est malheureusement le plus grand publicitaire du mal de l'histoire. Goebbels a écrit une légende, une mythologie. Cette idée de laisser voir une image pour créer une émotion positive, c'est quand même inouï. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels accompagne Hitler depuis le début des années 20. Il est le metteur en scène de la montée du nazisme, le promoteur des apparitions d'Hitler, le directeur artistique du Führer. Les Allemands ont les meilleurs ingénieurs du son qui soient, donc les haut-parleurs géants qui, bien avant les Beatles ou les Rolling Stones, pouvaient diffuser sur des hectares. Et puis les éclairages, qui ont joué un rôle absolument colossal dans les grands rassemblements, dans les grandes manifestations du régime nazi. Donc on ne peut pas attribuer à la seule moustache la fascination sur les masses, disons. Lorsqu'on regarde les images de l'époque, ces mises en scène massives, ces chorégraphies,
On se rend compte que cette esthétique nazie était agressive, violente, très accrocheuse visuellement. Un art du show millimétré. Hitler est le VRP de sa propre folie et invente le marketing politique de masse. Son idée, créer un label Hitler, fabriqué pour durer. Je suis institutrice et lorsqu'en classe je fais voter mes élèves pour choisir le thème de la leçon, c'est toujours Hitler qui arrive largement en tête. Les enfants veulent qu'on parle d'Hitler et de l'histoire du national-socialisme. Même chez les jeunes, cette fascination reste totale. Pourquoi voulez-vous qu'à la mort d'Hitler, la marque disparaisse? C'est là les grandes marques, malheureusement. Et même quand on est la marque du mal absolu, la marque de l'horreur fondamentale, la marque de la haine de l'autre, eh ben on perdure. Pourquoi? Parce que la fascination que provoque cette marque dure dans le temps. La preuve, en 2015, 2 jeunes étudiants en cinéma réalisent une fausse publicité pour vanter les mérites du système anti-collision d'une célèbre marque automobile. La scène se déroule au siècle dernier, à Branau. Village autrichien qui a vu naître le petit Adolf Hitler. Le slogan : détecter les dangers avant qu'ils n'arrivent. Bilan : 5 millions de vues sur YouTube et un scandale sur la toile. Objectif atteint, Hitler fait vendre. Encore aujourd'hui. Hitler est une tragédie qui doit être gardée en mémoire le plus longtemps possible. Il n'est pas le seul dictateur dans le monde. Et pourtant, c'est celui qui reste. En Allemagne, on maintient éveillée cette mémoire, comme je l'ai fait avec ce film. Je pense qu'il est important de ne pas oublier. Tout le monde doit suivre ce principe. Pendant que les publicitaires s'amusent à tuer Adolf, d'autres ressuscitent Hitler. Dans son ouvrage « Erste Wiederda », en français, il est de retour, l'écrivain Timur Vermes offre au dictateur allemand un voyage dans le temps qui cartonne dès sa sortie en librairie. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Ich bin ja auch da. Un succès très vite adapté au cinéma. Le film prendra les commandes du box-office allemand à sa sortie en salle. Hitler se réveille en 2011 à Berlin. Et naturellement, il est choqué par ce qu'il voit. Et nous, on est choqués de le voir. Un Hitler version Retour vers le futur, qui n'a aucun souvenir des quelques 70 ans qui viennent de passer. Dans une Allemagne moderne, devenue multiculturelle, le personnage du dictateur amuse par sa maladresse et affiche une humanité dérangeante. C'est une histoire qui interpelle, parce qu'on ne rit pas seulement de Hitler, mais avec Hitler. Et ça, c'est la nouveauté. Notre but était de provoquer un grand débat, parce que ce livre, d'une certaine manière, est aussi la rupture d'un tabou. Paris réussi. Cette œuvre satirique ose faire d'Adolf Hitler un personnage sympathique qui fait rire les gens. Et ça, au pays qui a connu le Troisième Reich, ça ne fait pas marrer tout le monde. Je peux comprendre les critiques qui disaient « c'est indécent, ça ne se fait pas, vous vous moquez des victimes de l'Holocauste ». Parce qu'en se permettant de rire avec ce démon, ce criminel, on risque en effet de le rendre sympathique. Je peux comprendre cet argument, oui. En Allemagne, le débat qu'a provoqué le succès de Erste Wiederda témoigne d'une société divisée. Ceux qui pensent que le devoir de mémoire passe désormais aussi par le rire, face à ceux qui jugent que le moment n'est pas encore venu. Ça montre bien que le sujet est sensible, puisque 70 ans après la mort d'Hitler, je le rappelle tout de même, un livre qui est objectivement une bouffonnade a occasionné un débat national. C'est bien.
Ça veut dire aussi que l'Allemagne n'a pas... que l'époque n'est pas encore venue. Le moment n'est pas encore venu. Oui, ce livre a eu du succès parce qu'il est sorti à une époque où l'on peut enfin avoir un débat d'un nouveau genre, un regard neuf sur cette période. Il y a encore 20 ou 30 ans, ça aurait été impossible. Les Allemands ne savent pas quoi faire de cette histoire-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Au fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a des films sur l'histoire, ils ont demandé pardon, ils ont payé, ils continuent de payer. Ils sont complexés, ils l'ont vraiment été à une époque. Das war ein Scherz. Adolf.Hitler ist weg. Was weg? Jemand hat meinen Namen da. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un truc pareil? Si on gratte un peu dans chaque famille, c'est monstrueux au fond, probablement. Quasiment toutes les familles, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Und wenn Sie einfach einen anderen Namen nehmen? Sie meinen wie ein Pseudonym? Na quasi. Nehmen Sie die neue Reichskanzlei. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Donc maintenant, ils essayent d'en rire. Un poids et un cas de conscience qui n'ont pas coupé l'appétit de l'éditeur, qui a joué la carte du business jusqu'au bout. On a décidé de fixer le prix du livre à 19,33 €. 19,33 €, en référence à 1933, l'année d'accession de Hitler au pouvoir. Et on a collé un gros autocollant avec écrit « Kampfpreis », prix imbattable. 19,33 €. J'aurais bien aimé éditer une suite, mais l'auteur, Timur Vermes, a dit non, je ne le ferai pas. Lui, il a résisté à la tentation de faire de Hitler une machine à cash. Faire du business avec la période la plus sombre de l'histoire, c'est toujours une question délicate outre-Rhin. Interdit depuis 1945, Mein Kampf, le livre-programme rédigé par Hitler, est tombé dans le domaine public en 2016. Depuis, tout le monde est en principe libre de l'éditer et de le vendre. Je suis convaincu qu'il fallait rééditer Mein Kampf pour deux raisons. D'abord, c'est une source majeure du national-socialisme et aussi de l'histoire d'Hitler lui-même. Et il y a bien sûr les millions d'exemplaires de l'époque qui sont toujours disponibles. Rédigé en prison par Hitler au milieu des années 20, après un putsch raté, Mein Kampf est un mélange d'autobiographie et d'idéologie antisémite. Entre 1936 et 1945, l'État l'offrait en cadeau de mariage à tous les couples allemands. À la fin de la guerre, il en avait été imprimé 12 millions d'exemplaires, traduits en 18 langues différentes. Si vous lisez Mein Kampf, vous verrez que c'est un livre d'une banalité rare, qui est sans intérêt. C'est ce qu'on pourrait appeler un mauvais livre. C'est très mal écrit, c'est très verbeux, ça tourne en rond, c'est d'un ennui assez absolu. On a beau y être préparé, on est frappé par la violence qui se dégage de ce livre. L'Institut d'histoire contemporaine de Munich est le seul éditeur de cette nouvelle version de Mein Kampf en œuvre. Une façon d'éviter de faire du testament politique nazi un produit commercial comme un autre. Après plusieurs années de travail, cette nouvelle édition s'apparente plus à un outil de recherche qu'au livre de propagande qu'il était à l'origine. C'était très important de mettre en lumière le texte avec un appareil critique pour informer proprement le grand public. Mein Kampf est un ouvrage plein d'allusions, de mensonges, mais aussi de demi-vérités qu'il faut commenter. Le texte n'est pas accessible facilement pour des personnes peu informées sur l'époque. Si on ne veut pas que Hitler devienne, sinon une icône, en tout cas une référence un peu sulfureuse, il faut absolument mettre en débat son bilan, son histoire, son œuvre. Et c'est en cela que la publication de Mein Kampf, à condition qu'elle soit accompagnée d'un dispositif critique, d'une mise en perspective, peut être utile pour les jeunes générations. Alors, on brûle Mein Kampf, on dit qu'il n'existe pas. Et là, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un objet de culte. Et tout d'un coup, il ressort sur Internet. On se le passe sous le manteau. C'est l'inverse. Je ferai lire Mein Kampf à tous les étudiants, dès la 6e. Un Mein Kampf dépoussiéré, expliqué, qui aurait donc des vertus pédagogiques et serait débarrassé de son pouvoir de nuisance. Cette réédition ne vise plus à convaincre, elle doit permettre de comprendre. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, quiconque puisse un jour être entraîné dans la même folie que celle dans laquelle les Allemands étaient entraînés en lisant Mein Kampf, ni en Allemagne, ni en France. Cet élan vers cette histoire-là et donc vers Mein Kampf, dont témoigne ce véritable succès d'édition qui a été la réédition de Mein Kampf
dans cette édition scientifique. Ça raconte très certainement la manière dont ce sentiment de culpabilité est en Allemagne toujours assez prégnant. Cette culpabilité ne semble pas partagée par l'intégralité de la population allemande. La preuve à Ostrist, commune de la Saxe, où le 20 avril 2018 se réunissaient quelques néo-nazis pour commémorer les 119 ans de la naissance d'Adolf. En Allemagne, on ne se sent pas en sécurité. C'est la survie de notre race qui est en jeu. Au programme du festival néo-nazi, bière, concerts, t-shirts à l'effigie de Hitler sur lesquels on peut lire des messages comme « Adolf était le meilleur ». Il y a une espèce d'esthétique de la provocation au sein des néo-nazis allemands qui fait que certains arborent la petite moustache, d'autres se mettent l'arrêt sur le côté, tout simplement parce que c'est le tabou absolu. Ces nazillons, c'est vrai qu'ils compensent leur petit nombre par l'énormité de leur provocation. Des réunions néo-nazis comme ici, il s'en tient régulièrement en Allemagne et désormais partout dans le monde. États-Unis, Tchéquie, Ukraine et jusqu'en Italie. Il y a des nazis d'opérette avec un culte de Hitler. Ça existe dans pratiquement tous les pays. Ces manifestations cachent une réalité plus inquiétante. Non contents de battre la campagne, les nostalgiques d'Hitler se sont fait une place sous les dorures des parlements. Les succès électoraux des partis ultranationalistes réveillent les souvenirs douloureux du passé. Slogans, accoutrements, programmes politiques. Dans les assemblées des pays du monde entier, l'ombre d'Hitler et de ses idées plane au-dessus des démocraties. Il y a une empreinte hitlérienne sur les crispations du monde actuel. On a toujours l'impression que les fantômes, non seulement de la guerre, mais de la période d'entre 1933 et 1939, sont toujours présents. Et qu'on voit finalement du fascisme partout, du nazisme partout, du Hitler partout. Hitler reste d'actualité parce que les leaders d'extrême droite n'ont pas trouvé mieux encore comme référence extrême, ultime, suprême que ce personnage d'Hitler. En Europe, montée du chômage, crise sociale et économique font le bonheur des formations politiques d'extrême droite. Mais aujourd'hui, par-dessus tout, c'est la crise migratoire qui cristallise les tensions. Les programmes, basés sur le repli nationaliste et le rejet de l'étranger, séduisent de plus en plus d'électeurs. Xénophobie et haine de l'autre sont devenues les recettes à succès. Septembre 2017, 2 ans après avoir accueilli plus d'1,5 million de migrants, l'Allemagne vote pour renouveler son Parlement. L'AfD, Alternative für Deutschland, formation ultranationaliste, convainc près de 13% des électeurs. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, l'extrême droite est de retour au Parlement. Et effectivement, quand on voit un parti d'extrême droite obtenir des sièges au Bundestag, on se dit tout de suite c'est le retour du nazisme. Bon, c'est le retour, ou c'est la naissance, je ne sais pas exactement, d'une droite nationaliste allemande qui effectivement est xénophobe, anti-européenne, dont un certain nombre de dirigeants flirtent allègrement avec le racisme, et en tout cas avec la xénophobie, mais c'est pas Hitler. En avril 2018, plusieurs députés de l'AfD se font pourtant épingler par la presse. Ils emploient des assistants parlementaires ouvertement néo-nazis, appartenant ou ayant appartenu à des groupes nostalgiques du Troisième Reich. Difficile à justifier lorsqu'il s'agit de l'argent du contribuable. Pas étonnant lorsqu'on connaît le goût de la provocation d'Alexander Gauland, le patron de l'AfD. Hitler et le national-socialisme ne sont que du pipi de chat sur 1000 ans d'histoire allemande victorieuse. Dans ce parti, vous avez effectivement des gens qui commencent à travailler les tabous allemands. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne de l'Ouest notamment, on ne peut plus être nationaliste allemand, c'est-à-dire on ne peut plus regarder l'histoire allemande comme un continuum, après tout, dont on peut être fier. C'est un des tabous. Ça s'est très mal terminé pour le nationalisme allemand, puisque c'est terminé encore une fois par le nazisme et l'Holocauste. Ma non puoi più campare alle spalle degli italiani.
Confrontée chaque jour à l'arrivée massive de migrants sur ses côtes, l'Italie s'en remet elle aussi à l'extrême droite pour gérer cette crise. Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur, est connu pour son franc-parler et ses solutions radicales anti-immigration, ce qui lui vaut d'être caricaturé en Adolf Hitler, comme ici, dans les rues de Palerme. Negli ultimi anni ne sbarcavano 150.000 e ne espellevano 15.000, io voglio fare il contrario. Al massimo ne sbarcano 15.000, ma intanto ne espello 150.000. Così iniziamo a ripulire un po' le nostre città e le strade dei nostri paesi. Comparer Salvini à Hitler, c'est servir Salvini. Hitler est tellement excessif et ses réalisations sont tellement au-delà de l'imaginable que ceux qu'on compare abusivement à lui peuvent dire « Mais attendez, est-ce que j'ai quand même une tête, moi, à déclencher une guerre mondiale qui va faire 60 millions de morts et à exterminer par des chambres à gaz l'ensemble de la population? Donc, je souhaiterais simplement qu'elle reparte chez elle. » E io faccio appello agli uomini della Marina Militare e della Guardia Costiera che salvino le vite che devono salvare, ma riportateli a casa! Riportateli a casa! Il y a toujours des nostalgiques d'Hitler et de Mussolini, en Italie, en Allemagne, et même au-delà, mais enfin, ils forment des groupuscules, plus que des partis politiques. Les partis politiques d'extrême droite, aujourd'hui, ne s'en réclament pas directement, c'est pas très bon du point de vue marketing d'abord, ça a quand même pas laissé de très grands souvenirs, notamment l'hitlérisme, la Shoah. L'Allemagne et l'Italie ne sont pas les seuls pays frappés par le phénomène. Aube dorée, toujours troisième force politique grecque, parti ouvertement néo-nazi. Le Jobbik, en Hongrie, avec ses 23 députés et son antisémitisme revendiqué, ou encore notre Slovaquie, 14 élus au Parlement, dernier né des partis ultranationalistes en Europe. Ils ne sont pas tous très nombreux à invoquer clairement, je dirais, la tenue, le décorum et la figure ou l'effigie d'Hitler. Le plus avancé, c'est sans doute le leader slovaque qui, lui, s'affiche en chemise noire et qui invoque Hitler, le salut nazi, etc. Marian Kotleba, 41 ans, négationniste, nostalgique du passé collabo de son pays à la fin des années 30. Ancien videur de boîte et prof d'informatique, durant sa jeunesse, il aimait passer le temps en terrorisant les villages tziganes de sa région. Depuis, il a fondé son parti et s'est taillé la moustache. Ses partisans l'appellent Vodka, Guide en slovaque, équivalent du Führer en allemand. L'hitlérisme, c'est une boîte à outils de l'extrême droite, dans laquelle elle peut piocher, selon des degrés de gravité qu'elle choisira, soit l'accoutrement, soit l'attitude, soit le langage, soit alors carrément des attitudes en formant des jeunes à des groupes paramilitaires. Faire entendre sa voix au Parlement ne lui suffit pas. Notre Slovaquie veut appliquer lui-même son programme sécuritaire en se substituant au gouvernement. Des milices privées, formées par le parti, ont organisé des chasses aux tziganes dans les transports, afin, prétend Kotleba, de protéger la population slovaque. C'est pas de la provoque politique, c'est la traduction politique d'un sentiment qui est extrêmement répandu, non seulement en Slovaquie, mais en Hongrie, en Roumanie, dans l'ensemble des pays de la région, et qui nécessite une vigilance particulière parce que les Roms sont véritablement considérés comme des sous-citoyens, et disons-le clairement comme des sous-hommes. Donc il y a toujours cette tentation de nettoyer le pays, physiquement, de la présence rome. La persécution des tziganes, très répandue en Europe centrale, est un héritage hitlérien. Internés dans des camps spéciaux en Allemagne dans les années 30, ils finiront déportés dans les camps d'extermination, où plus de 250 000 d'entre eux seront tués durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, ils ont bien compris en Europe centrale et orientale que la figure d'Hitler était un tabou pour l'Europe de l'Ouest, que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, l'Union européenne, a été formée par des démocraties occidentales. Donc pour elle, c'est impossible d'y faire référence ni dans un programme, ni même dans la psyché collective. Et même lorsqu'on s'éloigne de l'Europe, l'ombre d'Hitler plane au-dessus des leaders ultranationalistes. En Inde, Narendra Modi, Premier ministre au pouvoir depuis 2014, est issu d'un mouvement qui prône la supériorité de la race hindoue sur les autres ethnies.
Alors, Narendra Modi est un Premier ministre appartenant effectivement à une droite qui a des idées très claires sur l'ethnicité indienne, mais son ennemi numéro un à l'intérieur des multiples peuples qui font l'Union indienne, ce sont les musulmans. Ce qui fait que ce Premier ministre qu'on a aujourd'hui, et qui, à mon avis, est là pour rester, a été longtemps persona non grata dans le monde entier, notamment parce qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans des pogroms anti-musulmans qui avaient fait 2000 morts. Donc c'est pas n'importe qui. Le parti de Modi fait de l'appartenance religieuse une sorte de cause politique contre les musulmans. Créé en 1980, le BJP, le Parti du peuple indien, prône la pureté de la race hindoue. Il est l'émanation politique d'un mouvement paramilitaire considéré comme néo-nazi, fondé dans les années 20 pour lutter contre l'occupation britannique. Drôle de sonorité, le RSS. Il compte plus de 6 millions de sympathisants dans le pays et prône une sorte d'eugénisme soft, via le programme du Garb Sanskar. En français, programme de purification scientifique de l'utérus. Cette incantation doit permettre aux femmes de donner naissance à des bébés dits supérieurs. Une recherche de pureté qui n'est pas sans rappeler les aspirations du Troisième Reich. Au fond, que reste-t-il de l'idéologie nazie? Il reste l'espèce d'inégalité des races, ou plutôt la supériorité de la race aryenne. On voit bien que l'Inde continue à être travaillée par, bizarrement, une des choses que nous avons, nous, abandonnées depuis longtemps, qui est la théorie de l'arianisme. Bien avant l'arrivée de l'extrême droite indienne au pouvoir, Hitler occupait déjà les étals des marchands. En Inde, le dictateur a pignon sur rue et cela ne semble choquer personne. Et c'est vrai que cette imagerie hitlérienne, les livres Hitler, les t-shirts Hitler, on les trouve, figurez-vous, dans les parties touristiques de l'Inde. Autrement dit, c'est un bon moyen, notamment dans le nord de l'Inde, pour rappeler, pour choquer les touristes ou provoquer l'acte d'achat. C'est plutôt intelligent. Hein. Dans quel autre pays du monde vous pourriez ramener un t-shirt avec écrit « I love Hitler » ? Un rapport décomplexé qui trouve ses racines dans l'histoire de l'Inde. Un pays qui a passé près de 200 ans sous domination coloniale. Hitler est beaucoup plus instrumentalisé en Inde qu'il ne l'est n'importe où ailleurs en Europe. Les Britanniques étaient très anti-nazis. Donc, quand on est un parti de droite nationaliste en Inde, on utilise aussi la figure d'Hitler pour rappeler combien l'Inde est un pays indépendant. C'est devenu un élément du folklore. Ça choque les Britanniques, donc ça amuse les gens du BJP. En Inde, on vend même des produits comestibles à l'effigie du dictateur. Un entrepreneur local a lancé avec succès son cornet de glace Hitler, au packaging un peu surprenant. On a une vraie chance, bon, même si c'est absurde, débile, fou, on dirait un canular, mais apparemment ce n'est pas un. C'est une très 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 mauvaise affiche. J'ai rarement vu un truc aussi nul. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans la tête de cet Indien pour mettre Hitler non seulement sur sa marque, mais faire de sa marque la marque Hitler pour des glaces. Qu'est-ce que ça signifie l'extermination des Juifs pour un gamin indien et ses parents d'ailleurs, qui achètent un cornet de glace à l'effigie d'Adolphe? Pas grand-chose. On est à 10 000 km de Berlin et de l'histoire qui a prévalu en Europe. C'est d'ailleurs ça que disent les Indiens. Ils disent « votre histoire n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas commis de génocide. Nous n'avons pas tué 6 millions de Juifs. Ça, c'est votre problème et votre histoire. » Mais ça témoigne aussi de la réappropriation de cette histoire-là par d'autres cultures, évidemment de manière maladroite, un peu étrange, voire un peu nauséabonde, comme ce café, je crois à Bombay, ce café Adolf Hitler. Plus près de chez nous, à Belgrade, en Serbie, l'hôtel Le Président tente de booster ses affaires en faisant du dictateur allemand un argument marketing. Le patron de l'établissement est fier de vous accueillir dans sa suite Hitler. Evo to je ova čuvena soba 501 sa portretom Hitlera. Pour 200 €, vous pouvez dormir sous l'œil malveillant du plus grand génocidaire de l'histoire. À Vintimille, à la frontière franco-italienne, cette échoppe propose de la bière ou du vin dans des bouteilles à l'effigie d'Hitler. Au départ, ça frappe, puis après, c'est une habitude. Bon. Disons, moi, ça fait plusieurs années que je viens ici, ça fait plusieurs années que je les vois, puis voilà.
La loi précise que tant que ces étiquettes ne s'accompagnent pas d'une apologie des crimes de guerre, on peut rapporter ces bouteilles et les déguster en France. À la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo, sur Internet, Hitler est partout et semble être un sujet inépuisable. L'une des explications de cette omniprésence, c'est son image, qui est détournée de la réalité historique. Déformé, grimé, caricaturé, Hitler est devenu un personnage incontournable dans le monde du divertissement grand public. Hitler est un personnage très présent sur Internet. Il y a un phénomène de pop culture autour de la figure de Hitler qui devient une sorte de personnage quasi fictionnel. Sur Internet, le Hitler en ligne peut devenir quasiment n'importe qui. Même votre nouveau voisin de palier. Ich komm umsonst in den Club, denn ich bin Adolf Hitler. Seitenscheitel Swag, ja, ich bin ein Hipster. Häng grad im Ritz mit Karl Lagerfeld rum. Wer mich disst, ist entartete Kunst. Check mein Sextape, Gina Lisa von Hitler. Il appartient aujourd'hui à cette culture populaire, Instagram. assez déliquescente, on va dire. Hitler se cache dans tous les recoins d'Internet. Sous des allures de hipster au look soigné, ou dans les habits d'un personnage pour enfants. Il donne même son nom à une nouvelle catégorie de chats, les Kitlers. Et le dernier jeu tendance sur la toile, c'est de le photographier quand on croit le reconnaître dans les transports en commun. La pop culture, elle s'empare de ce qui fonctionne. Hitler, il est connu de tout le monde. Donc évidemment, la pop culture, elle ne pouvait pas passer à côté d'Hitler. Les premiers à l'avoir senti, ce sont les auteurs de comics, ces bandes dessinées dans lesquelles les super-héros bottent les fesses des vilains. Dès qu'il commença à faire parler de lui aux actualités, Hitler devint une sorte d'anti-héros pour les enfants. Avant même que le Führer parte à la conquête du monde, les dessinateurs veulent déjà mettre Hitler entre 4 planches. Une mission prioritaire pour Captain America, l'un des plus célèbres super-héros de l'histoire de la bande dessinée, débute sa carrière en décembre 1940 face à Hitler. On voit pour la première fois un super-héros fictif, Captain America, sur la couverture qui casse la figure à Hitler. Et ça va lancer une tonne d'imitations parce que ce type-là est spectaculaire dans sa gestuelle, dans ses expressions. Et donc le simple fait de le voir aux actualités ciné de l'époque fait que scénaristes et dessinateurs ont une matière première qui est inépuisable. Hitler, le super-vilain, est né. Il passe des alliances avec toutes les autres forces du mal et donne du boulot à tous les super-héros de l'époque. Il y a des centaines de références à Hitler. C'est une formidable matière première parce que ça véhicule vraiment tous les fantasmes de l'époque pratiquement sans filtre. Le Hitler star de la pop n'est pas resté longtemps dans sa bulle. Il a rapidement fait son trou au cinéma, où il est le plus souvent tourné en ridicule. Sur grand écran, Hitler n'a bien souvent plus rien de maléfique. Hitler, c'est une icône, une image, un concept, une idée, un mythe. Et qu'il est donc par conséquent très difficile de l'incarner au cinéma. Le dernier à avoir réussi, c'est le comédien Bruno Ganz, dans le film Der Untergang, La Chute. Ce biopic retrace les dernières heures d'Adolf Hitler avant la chute du Troisième Reich. Une interprétation aussi brillante que saisissante, devenue la référence du genre. Une sorte d'exception noyée dans des productions qui font souvent passer Hitler pour un personnage grotesque. Il y a dans la culture contemporaine un grand besoin de déposséder Hitler de son pouvoir, de le minimiser d'une certaine façon, de le rendre ridicule. De ridiculiser Hitler, disons, c'est une possibilité pour se calmer. Ça fait du bien.
Et on ne s'en est pas privé. Par exemple, en France, on a un film qui s'appelle Le Führer en folie. Et Kalis Sapritch, Galabru et Henri Tizot qui jouent Hitler. Hitler, dans ce film, est un dingue de foot. Il a sa propre équipe et il récupère par hasard 3 joueurs complètement baltringues qui pensent être des super professionnels pour organiser un match. L'idée est de complètement l'humaniser et d'en faire même un être très sensible, amoureux, qui rigole, qui pleure. Si le cinéma ne s'intéresse guère à la véritable histoire d'Hitler, la télévision, elle, ne se prive pas de raconter les crimes du nazisme et de son fondateur. Hitler, il cartonne à la télé. À pied ou en voiture, en noir et blanc ou en couleur, en uniforme ou en civil, avec ses chiens ou sa compagne. Hitler et la folie du régime nazi envahissent nos écrans de télé. À chaque fois qu'il y a un documentaire sur les années Hitler, sur les années 30 et la guerre, ça fait un tabac. À la télévision, le temps d'antenne consacré à Hitler explose ces dernières années. Avec l'apparition de nouvelles chaînes sur la TNT, sa présence cathodique a été multipliée par 30 depuis 2007. C'est un sujet sur lequel il reste énormément à trouver. C'est l'explication de cette floraison de films. C'est que d'une part, il y a beaucoup à dire et que d'autre part, on est très 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 loin d'avoir tout dit. Hitler, on en découvre encore. C'est-à-dire qu'Hitler, il a été surétudié, surbooké, si j'ose dire. Il y a des milliards de livres, de dogmes, etc. Et on découvre encore des choses sur lui-même ou sur son régime. C'est un trou sans fond, Hitler. C'est une abîme. Avec Hitler, le diable est dans les détails. Tout ce qui peut contribuer à expliquer la folie meurtrière du dictateur est exploré. Des révélations peuvent même sortir de la trousse à pharmacie du Führer. Hitler était-il un junkie? Aujourd'hui, certains l'affirment. Hitler était manifestement défoncé. On le voit sur les images lors de sa rencontre avec Mussolini. Hitler, il se faisait des shoots d'héros, des shoots de coke, des speedballs, c'est-à-dire mélange des deux. Il prenait tous les jours des cachets, il était hyper dopé. Donc un documentaire comme Hitler Junkie ou Nazi Junkie, ça montre aux gens une réalité qu'on connaît mal, en fait, que les gens, on leur a jamais appris ça à l'école. Donc c'est intéressant de le faire, c'est important de le faire. Voilà. Au milieu de cette offre pléthorique, il est parfois difficile d'y voir clair et d'apprécier la pertinence des thèmes proposés, ou pas, au public. Hitler et les femmes. Les trésors cachés d'Hitler. Le garde du corps d'Hitler. Les juifs dans l'armée d'Hitler. La dactylo de Hitler. Adolf Hitler était gentil avec son chien. Hitler et les drogues. Hitler et les extraterrestres. La cuisine bavaroise d'Hitler. Le médecin d'Hitler. Et le sexe d'Hitler. Son premier pique-nique avec Eva Braun. Est-ce qu'ils couchaient vraiment ensemble? L'enfance d'Hitler, ses grands-parents. Et je ne sais pas quoi. C'est voici gala, Hitler pour tout le monde. C'est Martine à la plage ou Tintin sur la lune, c'est la même chose. Tout ce qu'il fait est intéressant, justement, il ne jardine pas. Devenu une icône de la culture de masse, Hitler est également une source d'inspiration pour l'art contemporain. Intitulé Him, lui, en français, la sculpture de l'italien Maurizio Cattelan le représente dans un corps d'enfant qui semble demander pardon. Il n'était pas du tout catho, Hitler, au contraire, il était plutôt païen. C'est assez drôle de l'avoir mis dans une position de repentance, quoi. Adjugé plus de 17 millions d'euros lors d'une vente aux enchères en 2016, l'œuvre de Cattelan a évidemment choqué. Qu'il y ait des gens complètement déglingués, capables de débourser 17 millions pour une statue de Hitler, bon voilà, ça ne fait que prouver qu'il y a des gens déglingués. Comment faire cohabiter cet Hitler adopté par la culture pop avec le souvenir de ses victimes et le devoir de mémoire? À force de détourner son image, ne risque-t-on pas d'oublier qui il est et ce qu'il a fait?
Plus Hitler s'enracine dans la pop culture grâce à la multiplication d'images, plus notre connaissance historique sur Hitler s'affaiblit, notamment en ce qui concerne les crimes du régime nazi. C'est l'âme la plus noire de l'histoire de l'humanité. Dès qu'on utilise Hitler un petit peu à tout va, là c'est dangereux, parce qu'on le banalise. Seul l'enseignement de son histoire, la recherche autour de l'homme et de ses actes peuvent constituer un rempart contre l'ignorance et l'oubli. Comme le livre « La mort d'Hitler », paru en avril 2018, qui tente de briser un mythe tenace. Hitler ne serait pas mort en 1945. Ce qui m'a poussé à faire cette enquête, c'est l'envie, c'est la soif de vérité. Mettre un terme à tous ces délires qui circulent encore aujourd'hui, tous ces fantasmes sur un Hitler qui a survécu, qui est mort nonagénaire au Brésil, en Argentine, je ne sais où. Stopper tout ça. Parce que même si les historiens vous disent « il est mort, on en est quasiment sûr », c'est le quasiment qui est gênant. Jean-Christophe Brizard apporte la preuve qu'Hitler s'est bien suicidé dans son bunker à la fin de la guerre. À Moscou, le grand reporter s'est approché au plus près des restes supposés du Führer, ainsi que de ses archives personnelles. Quand ils ont amené le crâne et les documents devant moi, et qu'ils m'ont laissé toucher les documents, c'était très étrange, c'était un petit peu comme si je touchais quelque chose de maudit. Je n'oubliais pas derrière ces documents ce que ça représentait, des millions de morts, de la souffrance. Et très honnêtement, j'ai fait des cauchemars toute la nuit qui a suivi. Comme si j'avais tout un poids d'une malédiction qui me tombait dessus. Conserver les traces de l'existence d'Hitler participe-t-il au devoir de mémoire? La question se pose actuellement à Branau, commune autrichienne située près de la frontière allemande. Depuis plusieurs années, le sort de la maison natale de Hitler est un casse-tête pour le gouvernement. Je pense que les lieux qui subsistent, s'ils font l'objet d'un traitement approprié par des historiens, expliquent simplement l'histoire du personnage lorsqu'il vivait à Braunau-sur-Inn, on comprendra peut-être un petit peu mieux le pourquoi du phénomène d'Adolf Hitler. Naturellement, il y aura toujours un certain nombre de gens qui viendront pour prendre la photo du grand homme et ensuite l'encadrer dans leur salon. Je signe des deux mains pour un comité de défense de la maison natale d'Adolf Hitler, avec l'idée, évidemment, qu'il faut la présenter de manière muséographique. La raser, ils ne l'ont pas fait. La privatiser, enfin plutôt la nationaliser, ils ont fini par le faire. Mais ils ne savent toujours pas quel projet mettre à l'intérieur. Ça montre bien la difficulté qu'a l'Autriche aujourd'hui face à ce passé-là. Ce passé, il reste d'actualité partout dans le monde. Plus de 70 ans après cette période, les témoins de la guerre sont de moins en moins nombreux, mais l'empreinte d'Hitler sur nos sociétés reste bien présente. La trace qu'il a laissée dans l'histoire lui confère-t-elle une forme d'éternité? L'histoire d'Adolf Hitler est-elle sans fin? Il y a ce sentiment, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez partagé, que la vérité historique échappe toujours un peu. Alors est-ce qu'un jour on arrivera à avoir une image parfaitement satisfaisante de ces événements et que donc on passera à autre chose? Mais en fait, on n'arrive pas à tourner la page. Parce que l'âme humaine est ainsi faite. Le bien va toujours avec le mal. Le sacré. Et quand on pense au mal, on pense à qui? À Hitler. Le nazisme et ce qu'a fait Hitler a tellement marqué l'humanité à vie que c'est ancré carrément dans nos gènes. Adolf Hitler! C'est la raison humaine qui veut être déboussolée, qui veut entendre des tragédies plutôt que des comédies, qui veut entendre des histoires horribles plutôt que des histoires tendres et douces. L'humanité se portera bien, sera un peu guérie de quelque chose le jour où Hitler ne fera plus vendre. Dans le roman Bruit de fond, Don DeLillo écrit « Certaines personnes sont plus grandes que la vie, mais Hitler est plus grand que la mort. Il a en quelque sorte survécu à lui-même. » Est-ce que le personnage, tout simplement, échappe à notre humanité? C'est peut-être ça, le facteur essentiel. Hitler
est une forme d'inhumanité et il est bien humain de s'y intéresser.